Si vous voulez savoir comment, par apprentissage automatique ou machine learning, on peut prédire le risque de désabonnement des clients d'un opérateur de téléphonie, ou bien par quelle stratégie ou recommandation on peut mettre en place pour anticiper sur le départ ou l'attrition des clients, ce que l'on appelle les churn. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer comment, avec la librairie Caret de R, nous pouvons développer d'excellents modèles de machine learning pour répondre à notre problématique. Let's go! Qui parle de problématique doit également parler de solutions. Et dans notre cas, l'idée consiste à mettre en place une stratégie de marketing, notamment une solution pour fidéliser les clients en réduisant le risque de désabonnement par rapport aux services offerts par l'opérateur de téléphonie. De ce fait, dans la solution qui vous est proposée, nous avons développé plusieurs algorithmes de machine learning auxquels nous avons évalué et le plus performant a été déployé en production dans une application WebShiny de R. Ainsi, avant de vous livrer notre solution finale, nous allons découvrir ensemble, du début à la fin, tout le processus d'entraînement des algorithmes de machine learning avec la librairie Caret de R. En effet, il faut noter que développer un algorithme de machine learning via Caret passe par plusieurs étapes. En premier, on a ce qu'on appelle le feature engineering. Ensuite, on a le data split. Et enfin, on a la standardisation des données. À quoi consistent ces trois étapes? The feature engineering ou pré-traitement des variables, il s'agit d'une méthode qui consiste à rendre binaires toutes les variables catégorielles. Et l'élément qui permet cette transformation est la fonction Doumivars de la librairie Caret. En effet, dans le processus de modélisation, il est parfois difficile pour un modèle de machine learning d'utiliser des variables multimodales. Et pour ce faire, l'idée consiste donc à dumiser, notamment à rendre binaire l'ensemble des modalités que contient la variable catégorielle. Et pour cela, nous utilisons souvent la fonction Doumivars qui nous permet d'établir cette transformation-là qui va consister à dumiser toutes les variables catégorielles. Pour ce qui est du data split ou découpage du jeu de données, il s'agit de découper ce dernier en jeu d'entraînement et en jeu de test. Et l'élément qui permet cette transformation est la fonction createDataPartition. Donc, cette fonction de la librairie Caret va nous permettre de découper notre base de données initiale en jeu d'entraînement et jeu de test. En effet, la fonction createDataPartition sera utilisée pour découper la donnée de sorte que 80% sera retenu pour entraîner nos modèles et les 20% restants seront utilisés pour évaluer les modèles. Pour ce qui est du pré-processing ou ce qu'on appelle the data scale, ou en français on parle de standardisation des données, il s'agit d'une transformation consistant à éliminer l'influence des unités notées sur différentes variables. Cette transformation consiste à centrer et à réduire les données. En effet, dans la pratique, il arrive que fréquemment nos données soient élaborées sur des unités différentes. Et donc, pour pallier à ce manquement, nous procédons à une transformation sur les données. Cette transformation consiste à standardiser, c'est-à-dire à faire de sorte que l'ensemble des données soient comprises dans un intervalle bien donné. Et donc, l'une des transformations que l'on utilise consiste ici à centrer, à réduire. Centrer les données consiste à transformer la moyenne initiale notée sur nos données en 0 et réduire les données n'est rien d'autre qu'une transformation qui permet de réduire, notamment de transformer l'écart type ou la variance initiale en 1. Donc, maintenant que nous avons fini de préparer la donnée, nous allons passer à l'élaboration d'un algorithme de machine learning avec la librairie Caret de R. Avant tout, il faut noter que le choix du modèle dépend de notre problématique.
Étant donné qu'il s'agit d'utiliser un modèle pour prédire la présence de risques ou pas de désabonnement du client, donc il est clair ici que nous allons recourir à un modèle de classification binaire. En effet, il existe plusieurs algorithmes de classification et dans ce projet, nous les avons répartis en deux groupes. Pour ce qui est de la prédiction du taux de risque de désabonnement, on peut faire recourir à plusieurs algorithmes de machine learning que nous offre la librairie Caret de R. Et dans notre cas, on a choisi de les regrouper en deux catégories. En premier, on a ce qu'on appelle les algorithmes classiques de machine learning. Comme son nom l'indique, c'est des algorithmes classiques. Et pour finir, on a ce qu'on appelle les algorithmes d'artillerie lourde en machine learning qui vont nous permettre de faire réellement le taf, le job. Pour ce qui est des algorithmes classiques de machine learning, on peut citer la régression logistique, l'algorithme naive Bayes, on peut citer également l'algorithme linéaire discriminant analysis, l'analyse discriminante. On a également le modèle SVM, l'algorithme SVM, support vector machine. On a également, et pour finir, on a le GLMNet. L'ensemble de ces algorithmes-là peuvent nous permettre de répondre à notre problématique. Mais à côté, on a également les algorithmes d'artillerie lourde comme le Random Forest, le GBM, le Gradient Boosting Machine, le Extreme Gradient Boosting et enfin on a le Extreme Gradient Boosting Linéaire. Pourquoi l'appellation d'artillerie lourde? Car c'est des modèles, c'est des algorithmes sophistiqués, mais entre autres, il s'agit d'algorithmes qui répondent favorablement à notre problématique, qui la plupart du temps sont des algorithmes qui règlent effectivement. Et il s'agit d'algorithmes, dans la plupart du temps, qui permettent d'avoir les meilleures prédictions. À présent, considérons le modèle de régression logistique et essayons de voir comment il est monté sur R via la librairie Caret. Tout d'abord, pour définir un modèle quelconque via Caret, nous devons, dans un premier temps, définir ce qu'on appelle la méthode d'entraînement avec la fonction train control, ce que vous voyez à l'écran. C'est à travers cette dernière que nous définissons la méthode d'entraînement qui, dans notre cas, correspond à la méthode de la validation croisée. Puis, on a d'autres arguments comme numbers et repeat. Donc, numbers va nous permettre de définir ici le nombre de blocs qui vont être utilisés lors de ce qu'on appelle la méthode de la validation croisée. Et repeat n'est rien d'autre qu'un argument qui nous permet de définir le nombre de répétitions que ce processus aura été répété au cours de l'entraînement. D'accord? Et donc, pour expliquer un peu, il faut noter que la validation croisée est une méthode qui consiste à diviser, par exemple ici, notre jeu d'entraînement en 10 blocs. Et parmi ces 10 blocs, les 9 sont utilisés pour entraîner nos modèles et l'un des blocs sera isolé pour, à chaque fois qu'on aura fini d'entraîner le modèle sur l'un des blocs, de pouvoir confronter le modèle qui a été entraîné et notre 10e modèle qui a été retenu pour évaluer le modèle. Vers la fin, donc, il s'agira de faire une moyenne de l'ensemble des résultats qui ont été obtenus sur les 9 blocs qui ont été utilisés pour entraîner le modèle. Toujours en considérant le modèle de régression, cette fois-ci, dans un second temps, nous devons spécifier le modèle approprié avec la fonction train. Toujours avec le modèle de régression logistique via Caret. Dans un second temps, nous pouvons spécifier le modèle approprié avec la fonction train. En dehors du choix de l'algorithme, qui est ici la méthode, qui est dans notre cas le GLM, cette fonction nous permet de définir la métrique avec laquelle nous comptons évaluer nos différents modèles. Et donc, métrique, c'est un argument qui va nous permettre de spécifier au modèle la méthode d'évaluation. Ensuite, on a ce qu'on appelle un hyperparamètre, the tune length, qui est tout simplement un hyperparamètre qui va nous permettre de définir la taille des hyperparamètres, notamment la longueur de ces hyperparamètres. On va choisir d'afficher juste 5 hyperparamètres. Et ensuite, on a l'argument preprocess qui est nul, tout simplement parce que
nous, on a déjà une fonction pré-process qu'on a définie au préalable qui nous a permis de standardiser. Donc, dans la fonction train, on n'a plus besoin de standardiser nos données. Et une fois que tous ces arguments sont définis, nous venons cette fois-ci d'élaborer un modèle de machine learning. Voilà en gros un exemple simple qui nous montre comment on peut élaborer un modèle de machine learning via la librairie Caret. Donc, à présent que nous avons fini d'expliquer le processus d'élaboration des algorithmes de machine learning via la librairie Caret, cette fois-ci, nous allons passer à l'implémentation des algorithmes de machine learning. Donc, sans plus tarder, retrouvons-nous dans notre environnement de développement RStudio où nous allons commencer par vous présenter les librairies phares qui sont requises dans ce projet. Let's go! Salut tout le monde et nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre environnement RStudio et nous allons passer à l'implémentation des algorithmes de machine learning. Sans plus tarder, nous allons présenter l'objet de cette étude. Il faut noter que dans cette étude, l'idée consiste à prédire le risque de désabonnement des clients et pour cela, nous utilisons la méthode d'apprentissage automatique, notamment les algorithmes de machine learning. Donc, c'est la méthode d'apprentissage que nous allons utiliser. Et donc, l'étude vous est présentée par Ousmane Chibodian. Et voilà, et donc, à l'étape initiale, donc, nous allons vous présenter ce qu'on appelle le business problem, notamment la problématique de notre étude. Donc, il faut noter qu'il s'agit d'une analyse des clients et l'idée est de proposer des recommandations automatisées. Donc, cela se fera à travers une application Web Shiny. Et à travers l'application Web Shiny, nous allons prédire le score de risque de désabonnement des clients. Puis, dans un second temps, il s'agira donc de fournir à travers cette application des recommandations. Donc, en résumé, l'idée dans cette étude, c'est de produire en fait une solution capable de régler le problème du désabonnement des clients pour une société, pour une entreprise de téléphonie. Et donc, dans un premier temps, nous allons procéder à la présentation des différentes librairies requises dans ce projet. Et donc, étant donné qu'on a utilisé beaucoup de librairies dans ce projet, et donc j'ai utilisé de les répartir en deux catégories. Donc, le premier groupe de librairies ici, notamment de packages qu'on a utilisé, sont les librairies dédiées à la manipulation des données, notamment à la visualisation. Et donc, l'une des premières librairies qu'on a eu à utiliser ici, c'est la librairie Tidyverse. Donc, pour la manipulation des données, on a la librairie Janitor ici qui permet le toilettage des variables, ce qu'on verra tout à l'heure. On a SkyMR qui permet d'afficher les premières statistiques. On a Plotly qui permet la visualisation, notamment pour rendre interactifs les graphes. Et on a ces deux librairies-là, la librairie Lime et Dalex. Donc, il s'agit de deux librairies qui nous permettent d'expliquer nos modèles de machine learning une fois qu'on aura fini de les implémenter. Donc, ça nous permet de les expliquer. Et également, on a la librairie MLEval, comme son nom l'indique. C'est une librairie qui nous permet de tracer ce qu'on appelle la courbe ROC, qui nous permet d'estimer l'air sous la courbe, ce qu'on appelle la métrique AUC. Et cette librairie-là, elle est utilisée pour visualiser ce qu'on appelle la matrice de confusion, notamment la représentation en mosaïque. Ensuite, les deux librairies suivantes sont utilisées pour faire appel à ce qu'on appelle du parallel computing, c'est-à-dire ce qu'on appelle les calculs parallèles. Donc, les calculs parallèles, il s'agit d'un processus qui permet de répartir l'exécution des algorithmes suivant nos différentes cœurs de notre machine, de notre ordinateur. Donc, ça permet d'améliorer le temps d'exécution des algorithmes. Et pour finir, on a la librairie TikTok qui permet de prendre en compte, qui nous permet de mesurer le temps d'exécution des algorithmes de machine learning qu'on aura à exécuter tout au long de ce projet. Et donc ça, c'est la librairie TikTok qui s'en charge. Et pour finir, on a la librairie principale, qui est ici notre librairie Caret. Et il faut noter que dans cette étude, donc c'est la librairie Caret qui nous fournit les algorithmes de machine learning. Et il y a plusieurs librairies qui permettent de faire du machine learning sur R. Donc on peut citer Caret, on peut citer
tidy models, on peut citer, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Et dans cette étude, nous, on a choisi de vous présenter la librairie Caret, ses fonctionnalités. Donc, vous verrez que c'est très cool. Ensuite, on a toutes les autres librairies qui suivent là. En fait, il s'agit des librairies dont dépendent Caret. Donc, c'est les librairies, c'est les librairies parfois ici, par exemple, comme vous pouvez voir ici, vous avez Extreme Gradient Boosting. Donc, c'est la librairie qui fournit à Caret la fonction, l'algorithme de Extreme Gradient Boosting. Donc, toutes ces librairies-là, ce sont les librairies sur lesquelles Caret est basé pour pouvoir nous fournir les algorithmes de machine learning. D'accord? Et pour finir, là, c'est juste des fonctionnalités qu'on a mis en place pour prendre en compte les différents conflits qu'on a quand on utilise plusieurs librairies. Donc voilà. Et sans plus tarder, on va charger l'ensemble de nos librairies et attaquer l'étape suivante. Voilà, donc on vient de charger l'ensemble de nos librairies. Voilà, maintenant nous allons passer à la deuxième étape qui consiste ici à l'importation de notre base de données. Et ce qu'on va faire, donc on va importer la base de données et on va l'afficher un peu pour voir. Donc voici notre base de données. Donc il s'agit d'un jeu de données de 3000 et quelques observations et qui est constitué par 11 variables. Et parmi toutes ces variables-là, il y a ici en dernière position notre variable cible, qui est ici la variable churn, qu'on va essayer de prédire dans le futur. Donc l'idée, c'est d'utiliser toutes les variables explicatives pour prédire ici notre variable cible, qui est ici la variable churn, qui est une variable binaire. Oui, le client s'est désabonné, non, ce client est un client fidèle, d'accord, à l'opérateur de téléphonie. Et donc, sans plus tarder, nous allons faire recourir à une des fonctions de la librairie Janitor. Il s'agit de la fonction cleanNames. Donc, c'est une fonction qui va nous permettre de toiletter les variables. Par exemple, quand on affiche ici cette variable-là, on voit que ici, International Plant, il y a un point qui sépare ces deux groupes de mots. Et donc, la librairie Janitor va nous permettre de toiletter tout ce qui est impureté, donc au niveau des noms des variables, donc c'est important. Et donc, quand on va appliquer la fonction cleanNames, donc qu'est-ce qu'on aura? Donc, on va remarquer la chose suivante. Donc, on note que finalement, il y a eu des modifications. Et donc, par exemple, quand on prend ici Total Days, voilà, Total Days Charge ici, donc on avait total point, day, ainsi de suite. Donc les groupes de mots étaient séparés par des points. Donc l'idéal, c'est d'avoir des groupes de mots séparés par des tirés du 8, par un underscore. Ça, c'est un. Deuxièmement, également, il faut remarquer que donc toutes les, ici, par exemple, state, c'était en majuscule. Donc la première lettre, c'était en majuscule. Et avec la fonction cleanNames, donc toutes les variables sont maintenant éditées en minuscule. Donc voilà les premières manipulations qu'on a opérées sur le nom de nos variables. Et pour continuer un peu, on a utilisé la fonction F7 record. Ça, c'est pour préparer l'étape suivante, l'étape du Future Engineering. L'idée, c'est d'enlever tous ces espaces-là dans les modalités. En effet, il existe une transformation que nous allons faire tout à l'heure qui va nous permettre de transformer toutes nos variables qualitatives, toutes nos variables catégorielles multimodales en variables binaires, c'est-à-dire en variables binaires codées en 0,1. Et donc, toutes ces modalités-là seront devenues dans la suite, deviendront des variables. Et il est interdit d'avoir des variables avec des espaces. D'où la nécessité ici de transformer toutes les modalités qui au départ avaient des espaces, nous allons les transformer et les espaces, nous allons les remplacer par des tirés de 8, par des underscores. Donc c'est le recodage qu'on a eu à faire pour préparer l'étape suivante. Une fois qu'on aura fini de faire ça, on peut regarder ça ici. Tac. On peut voir que voilà, effectivement, on a recodé les différentes modalités. Au départ, on avait parmi les états les plus riches, ainsi de suite, parmi les états assez riches. Et cette modalité devient maintenant assez riche tout simplement et les espaces ont été remplacés par des tirés de 8. Donc on peut dire que jusque-là, on vient de faire tout ce qui était nécessaire après une importation brève de nos données. Et maintenant, nous allons passer à
l'étape, ce qu'on a appelé le feature engineering, qui est voilà, le pré-traitement, qui consiste à faire ici ce qu'on appelle le pré-traitement des données avant l'implémentation des algorithmes de machine learning. Voilà, et la première étape, on va attaquer ici dans l'étape 3 du feature engineering, consiste ici à faire ce qu'on appelle, nous allons utiliser la fonction demi-vars. Et à quoi cela consiste? Donc, demi-vars est une fonction qui consiste à mettre les variables catégorielles en variables factices binaires. En effet, il est parfois difficile de modéliser avec des variables catégorielles et donc on transforme toutes les variables catégorielles en variables numériques et binaires. Pour cela, on fait appel à la fonction demi-vars, qui est une fonction de Caret et qui est dédiée au machine learning. Voilà. Et l'idée donc, c'est de faire un passage de variables catégorielles en variables numériques binaires. D'accord? Et demi-vars nous permet de faire cette transformation. Et l'idée donc, c'est d'utiliser la fonction demi-vars qui va faire la transformation et on va stocker cette fonction dans une variable qu'on va appeler demi-vars. Et l'idée, c'est par la suite d'utiliser la fonction predict qui va appliquer cette transformation-là dans l'ensemble de nos prédicteurs, dans l'ensemble de nos variables, excepté la variable cible. Donc, dans cette manipulation, vous avez vu que donc on a enlevé la variable cible. Donc, toutes les variables catégorielles, catégorielles présentes dans notre jeu de données Data Telecom seront divisées, seront transformées en variables binaires et excepté la variable cible qui sera laissée intacte. Donc c'est ça l'idée de cette transformation. Donc on va appliquer ces deux fonctions et on va voir le résultat. On applique et ensuite on va voir les résultats on va voir les résultats obtenus. Et donc on peut voir ici au départ, par exemple, si on prend la variable state, les modalités étaient assez riches, plus riches, ainsi de suite. Et on peut remarquer que tout ce qui était modalité devient maintenant une variable binaire. Donc c'est ça l'idée, donc c'est ça que nous offre la fonction demi-vars. Donc elle nous permet cette transformation-là qui est utile pour la suite. D'accord? Car il est difficile de modéliser avec des variables nominales. D'accord? Et ensuite, on peut vérifier la classe pour voir le nouveau objet qu'on vient de créer. Quand on regarde la classe, on voit que donc l'objet qu'on vient de créer, Data Telecom Dummy, c'est une base matricielle. D'accord? Et donc, raison pour laquelle, dans la suite, étant donné que dans cette transformation-là, on n'a pas pris en compte la variable cible, donc l'idée est de reconduire la variable cible dans la nouvelle base de données qu'on a appelée Data Telecom Dummy. Et en même temps, nous avons jugé utile de remettre la classe de cet objet-là en DataFrame. Donc on l'a converti en DataFrame et on a remis la variable cible à l'intérieur de cette base de données. Ce qu'on a fait au cours de cette ligne de commande-là. Et voilà. Et désormais, on obtient ici Data Telecom qui contient maintenant 11 variables. Et quand on l'affiche, donc on va remarquer que donc la variable cible maintenant, il sera introduite et donc elle reste intacte. Par contre, on voit que toutes les modalités ont été divisées, ont été transformées, toutes les variables, toutes les modalités nominales ont été divisées, ont été transformées en variables binaires. D'accord? Et désormais, on a tout ce dont on a besoin pour passer à l'étape suivante. D'accord? Et voilà. Maintenant, on passe à l'étape 4 qui fait partie toujours du pré-traitement des données. Et cette fois-ci, nous allons procéder à ce qu'on appelle le découpage du jeu de données en jeu de test et jeu d'entraînement. Voilà, et l'élément qui nous permet de découper notre jeu de données est ici la fonction createPartition. Et on lui donne le vecteur cible, autrement dit notre variable de prédiction, et on lui spécifie quelques arguments, comme par exemple ici pi égale 0,8, c'est-à-dire on voudrait à ce que 80% de notre jeu de données soit consacré au jeu d'entraînement et le complémentaire, c'est-à-dire le reste, les 20%, soit alloué au jeu de test. Donc c'est ce qu'on fait. D'accord? Ce qu'on a fait ici. Et donc on a stocké tout ça dans une variable qu'on appelle index. D'accord? On va exécuter tout ça. Et l'index est créé.
Maintenant, vous avez vu que l'index est un vecteur où on a les observations. Et maintenant, étant donné que les 80% ont été stockés sur notre jeu de données, et donc on va utiliser cet index-là pour créer une nouvelle base de données qu'on va appeler train, qui va contenir les 80% de notre jeu de données. Et quand on va faire ça, on va obtenir une nouvelle base de données qu'on a appelée train, voilà, qui est là, qui contient les 80% de notre base initiale, 80% des observations de notre base initiale, et qui sera utilisé pour entraîner les modèles. Et le reste des observations, c'est-à-dire les 20% complémentaires, les 20% restants sont utilisés dans le jeu de test. D'accord? On peut regarder toujours la dimension et la répartition des classes pour ce qui est de la variable cible dans le jeu d'entraînement. Et on a 85% de la modalité non et contre 15% pour la modalité oui. Et on fait la même chose pour le jeu de test. Voilà. Et donc, on regarde la dimension et on regarde également la répartition. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que au niveau de la répartition, donc, on a pratiquement les mêmes répartitions. Donc, étant donné que ce sont les mêmes répartitions, donc, on peut se dire que donc, la répartition s'est bien déroulée. Donc, si on a une différence, cela dit que donc, le jeu, la donnée n'est pas bien répartie. Ici, notre donnée est bien répartie. Si c'est bien fait, dans ce cas, on aura les mêmes répartitions de la variable cible dans les deux bases de données, notamment la base d'entraînement et la base de test. Voilà. Et donc, pour finir cette étape du pré-traitement, nous allons passer ici à ce qu'on appelle l'étape de la standardisation ou mise à l'échelle de nos données. À quoi cela consiste? La standardisation consiste à mettre les données, toutes les données, dans une même échelle. Vraiment, par exemple, si on prend DT Telecom 2000, on peut noter qu'ici, on a des variables factorielles, mais par contre, des variables binaires, excusez-moi, mais par contre, quand on prend ici total day charge, on a ici, c'est une variable, on a des prix, d'accord, on a des frais, on a des prix, on a des valeurs dont l'unité, c'est le dollar ici, alors que lorsqu'on prend ici total evening minutes, c'est le nombre de minutes passées lorsque l'individu émet des appels dans la soirée. Et dans ce cas, ici, c'est des variables qui ont des unités minutes. Donc, a priori, on peut voir que donc, on a des variables qui sont présentées dans différentes unités. Et donc, une base de données qui est comme ça peut constituer un blocage dans l'estimation des paramètres, surtout lorsqu'on utilise la descente du gradient. Donc, ça peut constituer un blocage. Et donc, lorsqu'on utilise la descente du gradient, donc, il est préférable que l'ensemble des variables soient mis dans, c'est-à-dire que soit dépourvues de leur unité. Sinon, ça peut constituer un blocage pour certains algorithmes d'optimisation comme la méthode de la descente du gradient. Et l'idée donc, c'est de pallier, pour pallier à ce manquement-là, on fait appel à ce qu'on appelle ces genres de transformations-là. Et l'une des méthodes pour transformer nos données consiste à les centrer et à les réduire. Donc, centrer une donnée consiste à faire de sorte que la moyenne initiale notée sur les données soit ramenée à 0, et réduire les données consiste à faire de sorte que la variance qui est notée sur nos variables soit ramenée à 1. Donc, centrer, réduire consiste à transformer la moyenne à 0 et la moyenne vers 0 et transformer l'écart pour la variance vers 1. Et donc, l'élément qui nous permet de cette transformation est la fonction preprocess. Et donc, c'est la même procédure. Donc, on applique preprocess et ensuite, on va utiliser et on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler preprocess value. Et maintenant, par la suite, on fait appel à la fonction predict qui va appliquer tout ça sur nos jeux de données, sur notre jeu de données train. D'accord? Et du coup, on va appeler finalement train scale, c'est-à-dire, donc, pour dire que donc, désormais, notre jeu de données a été standardisé. Et on le fait de part et d'autre, et on l'applique également pour notre jeu de test. Et le jeu de test également, on prend juste la fonction qui a été stockée dans preprocess value et on l'applique sur le jeu de test grâce à la fonction predict. Quand on applique ça, donc désormais, on vient de standardiser le jeu d'entraînement et le jeu de test. Donc, on vient maintenant de standardiser nos données, donc ce qui met pratiquement
ce qui clôt pratiquement l'étape du pré-traitement sur nos données. Et maintenant, pour clore carrément cette étape-là, nous allons aborder deux transformations. Et nous, on a choisi de ne pas l'utiliser dans notre étude car nos modèles, sans ces deux transformations-là, parviennent à faire réellement le travail. Et donc, nous, on a jugé inutile de le faire. Mais n'empêche, on l'explique brièvement et ensuite on passe. Et donc, cette transformation-là consiste à faire ce qu'on appelle le rééchantillonnage des classes. Il arrive que, donc, vous l'aurez remarqué, par exemple, quand on regarde la variable cible, on voit ici clairement qu'elle est déséquilibrée. D'accord? Et donc, ces deux transformations-là consistent à équilibrer notre variable cible. Et donc, il y a deux manières de faire. Donc, il y a ce qu'on appelle le downsample qui consiste à sous-échantillonner nos données et on a le upsample qui consiste à sur-échantillonner. À quoi cela consiste? Donc, il va falloir qu'on manipule un peu pour l'expliquer. Donc, on va downsampler, excusez-moi du terme, mais on va mettre des guillemets. On va downsampler nos données. Ensuite, on va voir à quoi cela consiste. Et voilà, j'exécute. Maintenant, on va comparer les données initiales et les données qui ont été downsamplées, d'accord? Et voilà, à l'initial, on avait la répartition comme suit, voilà, de nos classes. Et une fois qu'on a appliqué la fonction downsample, qui est le sous-échantillonnage, voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu que donc la classe 8 a été maintenue partout. Donc c'est ça qu'on appelle un rééchantillonnage, un sous-échantillonnage. Les données ont été sous-échantillonnées. Donc il y a deux manières. Donc on peut sous-échantillonner suivant la sous-classe, c'est-à-dire la sous-classe, ou bien on peut sur-échantillonner, upsampler, suivant la surclasse, c'est-à-dire suivant la classe no. Et donc il y a ces deux transformations-là. On peut faire l'inverse également, qui est le upsample, le sur-échantillonnage. Et on peut comparer les données de part et d'autre pour voir un peu à quoi cela consiste. Et on voit qu'effectivement c'est ça. Donc la surclasse a été équilibrée de part et d'autre. Donc voilà ce qu'on appelle voilà à quoi consiste le upsample et le downsample. Donc c'est une transformation qui consiste à rééquilibrer, à rééchantillonner les classes, car pour certains algorithmes de machine learning, ce déséquilibre-là peut être un blocage. Et donc, utiliser ces deux fonctions-là nous permet de régler ce problème-là. D'accord? Maintenant, on vient de terminer l'étape du pré-traitement sur nos données. Et de ce fait, nous allons passer ici à l'implémentation réelle des modèles de machine learning. Comme nous l'avons expliqué au départ, et donc, dans cette étude, on a choisi de regrouper les modèles en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle, nous, les modèles classiques. Nous allons commencer par présenter les modèles classiques et les implémenter. D'accord? Et on en a 6. On en a répertorié 6. À savoir le modèle de régression logistique. On a le modèle, les K-nearest neighbor. On a le modèle naive Bayes. On a le LDA, le SVM et le GLMNet. D'accord? Et pour élaborer un modèle d'apprentissage automatique via la librairie Caret, on a deux fonctions. Il y a ce qu'on appelle le trend control. C'est en fait une fonction qui nous permet de définir notre méthode d'entraînement. Et donc, on spécifie un argument qui est ici le repeat CV, qui est ici la méthode de validation croisée, ce qu'on choisit nous comme méthode d'entraînement. Et on définit ici les deux arguments-là, à savoir ici le nombre de blocs, car la validation croisée consiste juste à diviser le jeu d'entraînement en 10 blocs. Les 9 seront utilisés pour entraîner le modèle suivant ces 9 blocs-là. Et le 10e bloc sera maintenu pour chaque fois confronter l'entraînement du modèle suivant le bloc qui n'a pas été utilisé pour entraîner le modèle. Et au finish, le modèle va faire la moyenne sur les 10 blocs et va nous présenter un résultat moyen. D'accord? Et on choisit de répéter tout ce processus-là 3 fois. Pourquoi on a choisi repeat 3. Donc voici la méthode qui est utilisée ici pour entraîner nos modèles. Donc c'est une méthode simple. Et on verra que dans la suite, on renforcera la fonction trend control et on fera appel à d'autres arguments pour avoir une meilleure manière d'entraîner nos modèles.
D'accord? Donc ensuite, ce qu'on va faire, ici, setSeed, c'est une fonction qui nous permet de fixer la graine aléatoire. Donc l'idée de fixer la graine aléatoire, c'est de faire de sorte que nous savons que trend control, dans la fonction trend control, il y a une partie qui est aléatoire. Et donc, le fait d'utiliser setSeed va fixer cette partie aléatoire de sorte que quelqu'un qui va reproduire mon code, il va se retrouver avec les mêmes résultats que moi. Car si nous ne fixons pas les résultats, donc je peux me retrouver avec des résultats aléatoires et demain quelqu'un qui reprend mon code peut se retrouver avec un autre résultat du fait que donc il y a une fonction qui est aléatoire. Et donc en utilisant setSeed 99, et donc on va fixer la graine aléatoire. Donc quelqu'un qui va reprendre mon code, ça va faire de sorte qu'on se retrouve avec les mêmes résultats. Et donc on applique tout ça. Et voilà, on voit que ça s'est exécuté. Donc on a créé la fonction trend control. On a créé la fonction control avec la fonction trend control. Et maintenant, le premier modèle qu'on va élaborer, c'est le modèle, c'est l'algorithme de régression logistique. Voilà, c'est le modèle de régression logistique. Et pour ce faire, on utilise la fonction trend. Et la première chose à faire, c'est de définir la formule. La formule, c'est quoi? C'est définir quelle est la variable cible. Il s'agit de la variable churn. Et cette manière de faire veut dire tout simplement, je considère que toutes les autres variables, excepté churn, seront considérées comme étant mes prédicteurs. Et donc, toutes les autres variables seront considérées comme étant nos prédicteurs et churn sera considéré comme étant la variable cible. Ensuite, on lui donne notre jeu d'entraînement, d'accord, parce que le modèle sera entraîné sous le jeu d'entraînement. Le jeu de test sera utilisé plus tard. Ensuite, on lui spécifie ici la méthode d'entraînement, le modèle que l'on veut utiliser pour entraîner nos données. Ici, on lui spécifie méthode GLM, c'est-à-dire on veut choisir le modèle GLM, qui signifie global linéaire multiple. Il s'agit du modèle de régression logistique. Étant donné qu'on a notre variable cible est une variable binaire, d'accord, qui a deux classes, yes et no, oui et non, d'accord. Ensuite, on lui donne la fonction d'entraînement, la méthode qu'il doit utiliser pour entraîner, à savoir ici la validation croisée. Ensuite, on définit la métrique, c'est-à-dire que la métrique, c'est l'outil qu'on va utiliser pour évaluer nos modèles. Et donc, ce qu'on appelle l'accuracy, ce qu'on appelle en français le taux de précision du modèle. Ensuite, on a un hyperparamètre simple, on a turn length, qui est ici la taille des hyperparamètres. On fixe ça à 5 pour tous les modèles classiques. D'accord? Et ensuite, on a preprocess égale nul. Ici, on a choisi de ne pas activer cette fonction car ça a été fait au préalable dès le départ. D'accord? Donc, on choisit de ne pas l'activer ici dans la fonction trend. Ensuite, on va exécuter tout ça. Et vous voyez ici qu'on a borné notre fonction GLM par deux fonctions ici. Il s'agit des fonctions de la librairie TikTok. Et donc, en faisant ça, donc ceci va nous permettre d'estimer le temps d'exécution de l'algorithme, tout simplement. Voilà, et maintenant, on va exécuter l'algorithme de machine learning. On l'exécute. Et voilà, c'est bon. Donc, ça s'affiche normalement. Et donc, ça nous renseigne ici que le temps d'exécution est de 1,4 secondes. Donc, voilà. Donc, c'est très simple. Et donc, on l'affiche. Et donc, on utilise la fonction summary pour l'afficher. D'accord? Donc, déjà, ça nous affiche ici la précision du modèle de régression logistique. Et donc, on a une précision de 86%. D'accord? Environ 86%. Et donc, c'est acceptable jusque-là. Et on va afficher voilà, les autres valeurs pour voir un peu le comportement du modèle. Quelles sont les variables qui expliquent positivement, qui impactent positivement ou négativement la prédiction des deux classes. Et donc, on peut voir qu'ici, par exemple, state moyennement riche, donc les individus qui habitent dans les états moyennement riches ont un impact négatif sur la prédiction des risques de désabonnement. Par contre, quand on prend ici, par exemple, Total International Charge, donc on voit que cette variable, donc Total International Charge et Customer Service Call, donc on voit que ces variables-là ont un impact positif sur la prédiction de la variable cible. Et donc, quand ces variables augmentent là, donc cela a un impact significatif positivement sur la variable cible.
Voilà, donc c'est juste des exemples simples. Et maintenant, on va passer aux autres modèles pour voir un peu comment ils vont se comporter, pour essayer de pour essayer de voir. On va maintenant, de ce fait, on va passer aux autres modèles de machine learning et par la suite, on va essayer de les comparer tous ensemble. D'accord? Donc, ça. Et maintenant, cette fois-ci, on va passer au modèle KNN, c'est-à-dire les K-nearest neighbor. Donc, c'est un algorithme de machine learning qui est très simple à exécuter. Donc, voilà. Et c'est pratiquement la même chose, sauf qu'on a, voilà, arrivé là, il faut changer juste le nom de l'algorithme, d'accord? Le reste sera pratiquement la même chose. On l'exécute et voilà. Et on voit que ça s'affiche normalement, d'accord? Et ça prend juste environ 2 secondes pour s'exécuter. Et il nous dit ici le meilleur modèle, c'est donc c'est le modèle avec K qui est égal à 5. Donc il nous donne les meilleurs, les hyperparamètres qui ont conduit à la bonne précision, à la meilleure précision. D'accord? Et une fois qu'on a fini d'exécuter le modèle KNN, les K-nearest neighbor, on va passer ici maintenant au modèle Naive Bayes, un autre algorithme de machine learning. D'accord? Et on va exécuter pour voir également les résultats de cet algorithme-là. D'accord? On change ici de méthode. D'accord? Voilà. Et donc, ça nous a pris pratiquement 15 secondes d'exécution. Et donc, là, c'est pareil. Donc, ça nous donne voilà, les hyperparamètres qui ont conduit à la meilleure prédiction. Donc, environ, on a une précision de 85%, d'accord, pour ce qui est du modèle Naive Bayes, d'accord. Et ensuite, on va passer au modèle LDA, d'accord. Et on va l'exécuter pour voir un peu également. Donc voilà, donc on va exécuter plusieurs modèles. Ensuite, donc ce modèle a pris, s'est exécuté pratiquement à 0,62 points secondes, donc 0,62 secondes de temps d'exécution. Et l'accuracy, c'est à 85%, d'accord. Et pour finir, on va utiliser ici le modèle SVM. Contrairement aux autres modèles, donc le modèle SVM nous a pris plus de temps. Et donc, nous a pris plus de temps. Donc le temps d'exécution est ici de 53, voilà, environ 53,6 secondes comme temps d'exécution. Et on a ici les différentes, les hyperparamètres que ce modèle que ce modèle s'est basé pour donner la meilleure prédiction. Et on peut voir ici que donc la meilleure prédiction a été obtenue pour le C4. Et donc, c'est aux alentours de 97% c'est-à-dire de précision. Autrement dit, le modèle SVM est capable de prédire la bonne classe à hauteur de 93% sans se tromper. Donc, c'est ça qu'on obtient ici. Donc, jusque-là, je peux dire que c'est la meilleure précision. Et pour finir, voilà, on va exécuter le dernier algorithme de machine learning, qui est ici le modèle GLMNet. D'accord? On l'exécute. Voilà, et donc ce qu'on peut voir ici, donc le modèle, le temps d'exécution est de 11 secondes pratiquement. Et donc là, c'est tous les hyperparamètres. Donc, et là, on peut noter que la précision du modèle tourne autour de 86%. D'accord, ça tourne autour de 86%. Et donc, c'était le dernier modèle. Maintenant qu'on a fini d'entraîner tous nos modèles classiques de machine learning sur notre jeu d'entraînement, ensuite, nous allons passer à leur classement. Donc, on va essayer de voir quel est le modèle le plus performant parmi tous nos modèles classiques. Et donc, rappelons que c'était le modèle GLM, le modèle Naive Bayes, le modèle KNN, les K-nearest neighbor, les plus proches voisins, ensuite le SVM, le LDA et le GLMNet. Donc, c'était 6 modèles au total. Et on va les regrouper dans la fonction resimple, d'accord, qui va les rééchantillonner, d'accord, et on va utiliser la fonction summary pour afficher en moyenne leur précision, c'est-à-dire l'accuracy, la valeur moyenne de la valeur accuracy.
d'accord, de la précision du modèle. Et donc, voici la valeur moyenne qui est là, d'accord, de la précision des différents algorithmes. Et donc, ici, on peut voir que donc, si on regarde les SVM, donc, on a une précision en moyenne qui est dans les ordres de combien? À l'ordre de quoi? De 93%. D'accord? Donc, c'est la meilleure précision. Voilà, c'est le modèle qui est le plus performant ici parmi tous nos algorithmes qu'on a utilisés jusqu'à-là. Et maintenant, on peut utiliser une autre fonction, la fonction .plot, qu'on va utiliser pour visualiser un peu ce qu'on a obtenu ici comme résultat. Donc, on va visualiser tout ça. Et voilà ce qu'on obtient en visualisation. Et donc, on peut voir toujours que c'est le modèle SVM qui est classé en première position. Donc, c'est le modèle qui a la meilleure précision, environ 93% de valeur accuracy. D'accord? Ça, c'est l'intervalle de confiance. D'accord? Donc, classement des modèles de machine learning. Donc, c'est le modèle SVM qui est au top. D'accord? Qui a ici la meilleure précision et qui varie aux environs de 93%. Donc, le modèle SVM est capable de prédire la bonne classe à hauteur de 93% sans se tromper. D'accord? Et on peut également utiliser la fonction BOPLOT pour toujours visualiser ce classement-là. Et donc, on l'a toujours ici. D'accord? Donc, on a le classement de nos modèles. Et donc, c'est toujours le SVM qui est au top, qui est le modèle le plus performant. Maintenant, une fois qu'on a fini de classer nos modèles, donc maintenant on a comme information, on a l'information cruciale dont on recherche ici, à savoir quel est le meilleur modèle. Une fois que le meilleur modèle a été décelé, donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut l'utiliser pour faire une prédiction et évaluer ce modèle-là suivant notre jeu de test. Donc, ce qu'on a fait ici, donc on a utilisé le modèle SVM pour faire la prédiction de la classe Churn, d'accord? Et on a utilisé le modèle et on lui a donné le jeu de test. Excepté, on a enlevé la variable cible. Maintenant, c'est au modèle de prédire la variable cible, d'accord? Et quand on va faire tout ça, on va stocker les prédictions de notre modèle SVM là dans une variable qu'on va appeler predicted, d'accord? Predict. Maintenant, on regarde ici avec la fonction table la répartition de nos prédictions. Et donc, voilà ce qu'on a prédit avec le modèle SVM. Voilà nos propres prédictions. Et donc, on a 593 de prédictions no et 70 de prédictions oui. Maintenant, on va afficher la matrice de confusion pour pouvoir un peu pour confronter nos prédictions par rapport aux vraies valeurs de la variable cible. D'accord? Et donc, on va exécuter la matrice de confusion. Voilà, il faut noter que dans la matrice de confusion, on lui donne juste les valeurs prédites, on lui donne la variable cible et on lui spécifie la classe positive. Donc, c'est la classe positive, c'est la classe qui nous intéresse réellement nous. Il s'agit ici de la classe oui qui détermine ici que l'individu s'est désabonné et no qui voulait dire que l'individu est un client fidèle. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le client qui s'est désabonné, donc c'est la classe oui. Et donc, mode égale everything, c'est-à-dire que c'est un argument qui permet d'afficher toutes les métriques, comme par exemple le F1 score, qui est une nouvelle métrique qui peut nous intéresser ici. Donc, on affiche la matrice de confusion et on le voit ici. Et donc, on peut voir ici que, donc, au départ, donc, voilà ce qu'on avait au départ. Donc, en fait, ça, c'est tout simplement les totaux. Donc, sur 70 prédictions, donc, notre modèle s'est trompé que de 7 fois. Donc, c'est trompé que de 7 fois. D'accord? Et donc, a prédit 63 bonnes prédictions, a fait 63 bonnes prédictions de la classe positive. Et sur les 593 des prédictions que notre modèle a fait, donc le modèle s'est trompé que de 33 observations. D'accord? Donc, on peut regarder ici, donc on a une prédiction, on a une précision, c'est-à-dire l'accuracy est ici évaluée à hauteur de 94%. Donc, on peut noter ici, notre modèle n'a pas overfité, donc on a une bonne prédiction. D'accord? Donc, si on avait ici moins que ce qu'on avait eu dans le jeu de test, qui est à hauteur de 93 000, donc on peut dire que donc, le modèle a overfité. Donc, ce n'est pas le cas ici, notre modèle n'a pas overfité.
D'accord? Et également, on a une autre métrique qui est ici le F1 score, qui est également une bonne métrique pour évaluer un modèle. Et donc, le F1 score est à hauteur de 77%, ce qui est acceptable. Donc, maintenant, l'idée, c'est d'aller au-delà avec d'autres modèles plus puissants. D'accord? Et maintenant, nous, ce qu'on va faire avant de finir, on va vous montrer une autre manière pour visualiser la matrice de confusion. Cette fois-ci, on va utiliser les graphes, d'accord, pour visualiser la matrice de confusion. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé un dateframe pour stocker la variable, nos prédictions et les vraies valeurs qui ont été prédictes, d'accord? Donc, on a stocké tout ça dans un dateframe qu'on a appelé truthPredict, d'accord? Et ensuite, on a utilisé la fonction conf_mat, n'est-ce pas? Qui veut dire tout simplement confusion matrix, qui va nous permettre de créer un objet qu'on va appeler CM, confusion matrix. Et on lui donne tout simplement le dateframe qu'on vient de créer, d'accord? Ensuite, on lui donne quoi? On lui donne les vraies valeurs. Ensuite, on lui donne les valeurs qui ont été prédictes par notre modèle SVM. Et donc, une fois que l'objet CM a été créé avec la fonction conf_matrix, donc on fait appel à la fonction autoplot qui va nous permettre d'afficher la matrice de confusion, c'est ce qu'on appelle la représentation mosaïque, d'accord? Ça, c'est la représentation mosaïque de notre matrice de confusion. On peut zoomer pour voir un peu. Voilà ce qu'on obtient. Donc, voici la matrice de confusion. Ce qu'on avait obtenu au départ, on l'a à nouveau sous sa forme mosaïque. D'accord? Voilà maintenant en gros ce dont on avait prévu de vous présenter dans la première partie qui consistait ici à implémenter les algorithmes classiques de machine learning. Dans la vidéo suivante, nous allons procéder à une deuxième étape, à une deuxième partie qui sera dédiée ici à l'implémentation des algorithmes, des modèles d'artillerie lourde en machine learning. Il s'agit des modèles random forest, des modèles gradient boosting et autres. Il s'agit des modèles très puissants qui sont capables de réaliser de meilleures prédictions que ce que l'on a obtenu jusque-là. Et donc, nous vous donnons rendez-vous. En attendant, nous vous demandons de vous abonner et de liker nos vidéos afin de soutenir la cause. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.